Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le président de la République a été catégorique concernant l'utilisation des ristournes du projet Ambatovi. Tous les investissements réalisés doivent impacter les habitants des communes bénéficiaires, a-t-il souligné lors du Conseil des ministres tenu hier. Ce rendez-vous hebdomadaire avec les membres du gouvernement a également évoqué le projet de train urbain et le démarrage de la construction des nouvelles villes à Tuliar et Mazang. Les détails avec Saï Sylvain. L'année 2018 a vu l'adoption du décret instituant le comité de contrôle de l'utilisation des fonds d'investissement du projet Ambatovi dans les communes concernées. Le président de la République a apporté une solution lors du Conseil des ministres d'hier et un comité sera mis en place pour appuyer la gestion des communautés rurales. Ce comité recevra toutes les suggestions des communes concernées par le projet Ambatovi. Il s'agira de faire l'évaluation et l'analyse des projets prioritaires de développement et les présenter au président de la République. Ceci afin d'éviter les erreurs constatées dans le passé. Le président de la République a proposé une solution à long terme pour les 22 communes touchées par l'exploitation minière Ambatovi. Hier, le Conseil des ministres a également approuvé la prise en charge par l'État du paiement des indemnités d'expropriation des personnes affectées par le projet de train urbain. Par ailleurs, le Conseil des ministres a également approuvé la construction de nouvelles villes à Mazang et Tuliar. Et dans les actualités également, la 29e réunion du Conseil des gouverneurs des 24 pays membres de l'ESA se tiendra à Madagascar du 11 au 13 mai. À l'issue de la réunion, des recommandations seront élaborées pour déterminer les orientations stratégiques régionales et définir les appuis à fournir aux administrations douanières. Détails sur les images de Yves Janel. L'Organisation mondiale des douanes compte actuellement 185 membres, dont Madagascar. C'est la première fois que notre pays accueille le Conseil des gouverneurs des 24 pays membres de l'ESA ou région orientale et australe de l'Afrique. C'est un grand avantage pour le pays, souligne le directeur général de la douane, Linkanazaf Van Ernest. Le secrétaire général de l'OMD, qui fait partie des invités à cette rencontre, a félicité les efforts déployés par la douane malgache. Madagascar, on fait beaucoup de progrès dans ces dernières années en termes de recettes, mais aussi facilitation d'échanges et la protection des sociétés. C'est pour cela qu'on peut bien apprendre ce qui se passe dans ce pays, mais aussi partager cette connaissance et expérience. Et en même temps, on voit aussi que à la fin, c'est la ressource humaine. Donc, comment on peut investir, comment on peut faire beaucoup de renforcement de capacité à travers ces ressources humaines. C'est ce que nous allons discuter, mais aussi renforcer la connectivité aux frontières, parce que Madagascar, c'est un pays au milieu de l'Afrique. Et comme déjà expliqué, c'est la zone de libre-échange du continent d'Afrique. C'est un potentiel, grand potentiel pour l'économie globale. Cette 29e réunion qui se tient à l'Arbi durera 3 jours. Tourisme, 13 baleines ont échoué sur les côtes malgaches l'année dernière, des échouages qui ont pu être causés naturellement ou par l'homme. Par ailleurs, la saison des baleines durera du mois de juin au mois d'octobre cette année. La baleine à bosse est la plus attendue, souligne l'association Setamada. Détails sur les images de Yves Janel. 5 zones, notamment Nussibé, Sainte-Marie, Tuliar, Majanga et Fort-Dauphin, sont les destinations des baleines à bosse chaque année. Elles y viennent pour se reproduire et pour accoucher, a déclaré la présidente de l'association Setamada, Saloma Anzar. Pendant leur séjour, les baleines femelles ne mangent pas. Cela entraîne leur échouage. Mais la plupart des baleines échouées sont des baleineaux ou des baleines mâles. Ils peuvent également mourir de causes artificielles, poursuit l'explication. L'année dernière, ils étaient 13 à s'être échoués. Par ailleurs, le ministère de la Pêche et de l'économie bleue exhorte la population à faire attention à l'environnement maritime. À noter que la saison des baleines durera du mois de juin au mois d'octobre.
santé à présent, la nouvelle ambassadeur de l'Égypte à Madagascar a effectué une visite de courtoisie auprès du ministère de la Santé publique aujourd'hui. Le secteur de la santé a été au centre des discussions lors de la rencontre entre les deux parties. L'Égypte est un pays qui a déjà beaucoup d'expérience dans ce domaine, donc le partage de cette expérience a été au centre de la discussion, ainsi que la détermination des coopérations à mener dans le domaine de la santé entre ministères de tutelle et l'Égypte. En économie, les jeunes et les femmes ont été mis en avant durant cette 17e édition de la Foire internationale de Madagascar qui se tient à Azuvatu, zone Forelo Tanzumbatu. La Foire internationale de Madagascar a été ouverte officiellement aujourd'hui et durera 4 jours. Cette ouverture a été marquée par la remise des trophées des jeunes entrepreneurs 2022. Natira Koutmaf, Nzaranje Antsou. C'est dans ce même lieu qu'a été regroupé tous les secteurs sur l'offre et la demande, en passant par l'alimentation, la construction, la maison, le jardin, les finances, l'énergie et bien d'autres encore. La Foire internationale de Madagascar entre dans sa 17e édition cette année et offre encore plus de services durant 4 jours à partir d'aujourd'hui, durant lequel s'est tenue l'ouverture officielle. Tous les stands ont été remplis cette année, soit 360 stands sur les 250 participants, tous secteurs confondus, selon les explications de l'organisateur de la FIM. Pour cette année, ce sont les femmes et les jeunes qui ont été mis en avant à travers leurs produits et leurs offres. Des femmes venant de 14 régions de Madagascar qui exposeront les produits typiques de leur région. Aujourd'hui s'est tenue également la remise du trophée des jeunes entrepreneurs OUTIJE 2022. Les 2 lauréats ont mis en place des startups qui vont bénéficier de financement à travers des crédits. D'un côté, le projet apiculture et de l'autre, un projet de solution digitale pour les startups. Notre problématique actuelle, c'est de préserver l'abeille noire de Madagascar, qui est une espèce endémique de Madagascar. Donc, il y avait plusieurs menaces sur l'abeille. D'abord la déforestation, en plus le changement climatique, ce qui fait que l'abeille soit en ce moment endémique, l'abeille noire endémique de Madagascar. Et les solutions on a des solutions, on a l'apiculture moderne qui est combinée avec des élevages d'essaims pour repeupler plusieurs régions de Madagascar sur cette espèce d'abeille. Pour nous, entrepreneurs qui connaît les différents titres qu'on peut attribuer sur Madagascar, ça reste quand même un titre très prestigieux parce que beaucoup d'entrepreneurs connus sont passés par cette phase. Je cite par exemple Gastropizza, l'actuel président et aussi le groupe OTI. J'espère suivre leur voie et faire un succès de cette aventure entrepreneuriale. La FIM offre ainsi des opportunités à ces jeunes qui exposent également leurs produits. La Foire internationale de Madagascar s'achèvera dimanche 14 mai. Environ 150 personnels auprès de l'université d'Antananarivo partis à la retraite en 2020, 2021 et 2022 n'ont pas touché leur pension jusqu'à présent. Les responsables ont soumis tous les documents liés à la demande à la primature et au ministère de tutelle depuis 2021, mais jusqu'à présent, leur demande n'a pas été satisfaite. Les détails. De nombreux membres du personnel au sein de l'université d'Antananarivo, partis à la retraite en 2020 jusqu'en 2022, sont décédés sans avoir perçu leur pension de retraité, si d'autres sont confrontés à des problèmes de santé, selon leurs représentants ce jour. Ils attendent avec impatience le paiement de la CRCM et de la RCR pour qu'ils puissent profiter de leur pension de retraite et de leur indemnité d'installation, laquelle équivaut à 12 mois de salaire. Nombreuses ont été les démarches effectuées par ces retraités, notamment le dépôt de leurs doléances auprès de tous les responsables concernés depuis 2020, mais en vain. Rakutorsu Suarlal, la porte-parole de ces employés retraités, déclare ne pas être entendue alors que les étudiants et les enseignants obtiennent de réactions rapides de la part des responsables dès qu'ils font une grève. Il convient de noter que ceux qui sont partis à la retraite jusqu'en 2020 ont déjà perçu leur indemnité d'installation, mais depuis plus rien. Par contre, ceux qui sont partis en 2021 et 2022 n'ont encore rien perçu.
certains journalistes utilisent les informations tombées entre leurs mains pour extorquer de l'argent. Étonnamment, de tels comportements qui nuisent grandement à l'image de ce corps de métier ne font l'objet d'une quelconque mesure de la part des responsables, quand bien même les faits et les preuves sont étalés sur la place publique via les réseaux sociaux. Un édito de Jean-Claude Ndjamalal et de N. Naranji. Nul parmi les utilisateurs des réseaux sociaux n'ignore plus que certains utilisent leur statut de journaliste pour faire de l'extorsion. En effet, certains prétendent détenir des informations sur certaines affaires brûlantes ou des secrets qui pourraient mettre certaines personnes dans une position délicate. Ces journalistes dévoyés font publier ou publient à travers des comptes fake les dites informations. En fait, cette manière de faire, qui n'est ni plus ni moins que du chantage, est souvent utilisée pour terroriser la personne cible. Et dans la plupart de ces cas, cela se termine par un accord financier pour arrêter la diffusion de l'information. Même avec un minimum de connaissances en matière de loi, tout un chacun peut constater à travers ce comportement des faits répréhensibles pénalement, pour ne citer que l'extorsion de fonds ou autres dénonciations calomnieuses. Les utilisateurs de Facebook sont ainsi au parfum du fait que grâce à une telle pratique, un certain journaliste se serait payé ou faire payer une voiture neuve. Une acquisition qui a suscité la jalousie d'un autre journaliste de ses amis et qui a entraîné le clash entre eux à la suite d'une guéguerre dont les épisodes ont été étalés par les intéressés eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Tout récemment, un journaliste, peut-être le même, a réclamé plus de 2 millions d'ariars pour le prix de son silence. Les détails de ce chantage ont également été publiés sur la toile. Ces faits, qui déshonorent tous les journalistes, se déroulent pourtant en toute impunité, sans que des mesures ou des sanctions ne soient prises à leur encontre. Aussi, n'est-il pas étonnant que ces journalistes persistent dans leurs pratiques, allant jusqu'à se prétendre grands reporters ou journalistes d'investigation, alors qu'ils ne sont ni plus ni moins que de vulgaires maîtres chanteurs. Jusqu'à quand l'ordre des journalistes se taira-t-il ? Et quand est-ce que les autorités prendront enfin conscience que les auteurs de tels comportements méritent d'être poursuivis pénalement ? Côté sport à présent, les entraîneurs des équipes qui participeront à la compétition Atimjan Champions League ont reçu une formation dispensée par des arbitres internationaux aujourd'hui. L'objectif de cette formation est de s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit entre les arbitres et les entraîneurs lors de la compétition. La Pro League ou l'OPL ont mis à disposition des techniciens de la fédération qui ont partagé leur expérience avec ces entraîneurs. Les entraîneurs des 78 équipes de la zone A et de la zone B qui participeront à la compétition Atimjan Champions League ont suivi une formation au stade de Barea Mamasn aujourd'hui. Une formation technique suivie d'une pratique sur le terrain annexe de Mamasn. Les règles régissant le football et tout ce que les entraîneurs doivent savoir sur cette discipline ont été partagés par les formateurs. Le fait d'octroyer une formation aux entraîneurs avant d'entrer dans la phase de poule devrait réduire les conflits potentiels entre les entraîneurs des équipes participantes et les arbitres, a déclaré le formateur. Par ailleurs, la phase de poule pour la compétition Atimjan Champions League débutera les 20 et 21 mai, compétition organisée par le député Anjrativaïn. Et dans les actualités internationales, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré hier dans un entretien à la BBC que son armée avait encore besoin de temps pour préparer une contre-offensive d'ampleur largement attendue contre les forces russes. France 24. Le plus important, c'est de protéger notre peuple. Nous attendons des équipements blindés appropriés. Ils vont arriver en plusieurs fois et avec ça, on pourra aller de l'avant. Nous devons attendre. Nous avons besoin de plus de temps.
Dans son discours, Volodymyr Zelensky a touché un point qui est assez important ici, c'est l'importance de sauvegarder des vies humaines. Il a dit on peut bien sûr continuer, on peut bien sûr lancer une contre-offensive et on aura sans doute du succès, mais on perdrait beaucoup de monde et ça c'est inacceptable. Donc on a besoin d'attendre, on a toujours besoin de plus de temps. Ça je pense que c'est important parce que ça montre que quel que soit le niveau de préparation et l'envie de commencer une action de masse, il y a avant tout quelque chose qui tient vraiment à cœur ici en Ukraine, c'est de faire attention aux soldats, de sauvegarder le plus possible leur vie, de les préserver alors qu'on sait que l'Ukraine a déjà payé un prix énorme en matière de vie de soldats au front. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que cette déclaration elle a été faite sur un média public. On pense bien que si contre-offensive il y avait, Volodymyr Zelensky n'irait pas l'annoncer aussi publiquement. Donc oui, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que effectivement l'Ukraine va attendre ou est-ce que c'est une stratégie? Rappelez-vous, en septembre dernier, lors de la contre-offensive réussie qui avait mené à la libération de la région de Kharkiv, tout le monde, en tout cas d'un point de vue occidental, tout le monde se préparait à voir de l'action dans le sud du pays, de voir cette contre-offensive au sud. Et d'ailleurs, les porte-paroles de l'armée avaient sous-entendu que ce serait le cas. Donc peut-être que c'est encore une tactique. En tout cas ici, on salue la décision on salue en tout cas cette partie du discours, à savoir préserver, protéger la vie des soldats. Le djihad islamique palestinien a annoncé ce jour la mort d'un de ses chefs militaires tué dans une nouvelle frappe israélienne sur la bande de Gaza avant l'aube. France 24. L'État hébreu, en fait, continue sa campagne d'assassinat ciblé puisque dans la nuit, l'aviation israélienne a tué Ali Rali, qui était le responsable du programme de roquettes du djihad islamique. Il se trouvait alors dans un immeuble du sud de la bande de Gaza, dans la ville de Khan Younes. Deux autres personnes sont mortes avec cette frappe. Deux autres personnes qui, selon l'armée israélienne, appartenaient également au djihad islamique. Depuis le début de l'opération Bouclier et Flèche, vous l'avez dit, c'est le 4e haut responsable militaire du djihad islamique qui est assassiné. Hier soir, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a pris la parole. Il a dit que l'opération se poursuivait, qu'un coup dur était en train d'être porté au groupe djihad islamique. Par ailleurs, des dépôts d'armement ainsi que des fabriques de roquettes ont également été ciblés par l'armée israélienne. Alors, Israël répète que l'opération ne vise que le djihad islamique et que le Hamas, le groupe palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza, n'est pas ciblé. Depuis mardi, plus de 500 roquettes ont été tirées vers Israël depuis la bande de Gaza et ce matin, les sirènes d'alerte retentissent, mais essentiellement dans les villages israéliens proches de la bande de Gaza. L'État hébreu martèle que la branche militaire du Hamas n'est pas impliquée dans ces tirs de roquettes et le groupe palestinien les a sans doute autorisés, les a sans doute coordonnés, mais c'est vrai qu'on voit pour l'instant que le Hamas n'engage pas toute sa force dans ces tirs de barrage, qu'il n'engage pas ces roquettes. Israël garde en fait la stratégie qui est appliquée depuis la guerre de mai 2021, c'est-à-dire de minimiser la responsabilité du Hamas pour limiter les échanges de tirs avec le groupe djihad islamique afin de ne pas s'engager dans une confrontation de plus grande ampleur. Et pour terminer, des restrictions drastiques d'utilisation de l'eau entrent en vigueur mercredi dans les Pyrénées-Orientales, où le niveau des rivières, des barrages et nappes phréatiques a déjà atteint un niveau estival, alors que la saison touristique va débuter. France 24. C'est la pleine période de récolte des artichauts du Roussillon. Et pourtant, ce maraîcher n'a pas le sourire. Il a déjà réduit sa production de 20 à 12 hectares pour économiser l'eau. Ses plantes reçoivent désormais 2 fois moins d'arrosage que d'habitude. Et certains jours, il va devoir stopper le goutte à goutte. On a pris beaucoup de retard sur les récoltes, donc c'est moins de quantité. C'est aussi du retard sur le placement du marché, c'est très important. On a des marchés qui nous attendent au mois de mars. On est arrivé vraiment que fin avril avec notre production. Donc il va avoir un impact sur notre chiffre d'affaires et sur nos revenus qui va être énorme. Sur cette commune de la plaine du Roussillon, près de 4000 personnes vivent au rythme des restrictions. Plus d'arrosage de jardins ou potagers, plus de lavage de voitures ou remplissage de piscines. Cette habitante vient d'installer un gazon qui n'a jamais soif. Ses rosiers survivent avec la récupération d'eau de douche,
Bref, toutes les habitudes ont changé. Le gazon synthétique, pas besoin d'arroser. Et la piscine, je vais mettre une bâche à bulles. Si ça s'évapore, on verra cet été comment, s'il pleut un peu, elle se remplira. Même la remise à niveau de la piscine est désormais interdite. Dans le jardin d'à côté, le forage n'est plus autorisé. Le gazon dépérit tranquillement et plus personne ne s'en émeut. On essaie de réduire au maximum la consommation d'eau, de faire attention. On n'arrose pas, les voitures ça attendra. Et on privilégie les bains des enfants, le minimum. Sur les deux bassins de la Glie et de la Tête, désormais en crise, des milliers d'habitants de ces villages des Pyrénées-Orientales redoutent désormais une chose pour l'été, que l'eau du robinet soit coupée. C'était les points essentiels de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée en notre compagnie.